Voilà. Alors, merci d'avoir fait démarrer l'enregistrement. Alors, je m'appelle Lise Gauvin, je suis la responsable du Carrefour de l'innovation ici au Centre de recherche du CHUM. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le docteur William Beaubien-Souligny, qui est intéressé à devenir chercheur régulier au Centre de recherche du CHUM. Il a un programme de recherche qui est fort intéressant et fort pertinent et qui porte sur la gestion liquidienne dans les cas d'insuffisance rénale avancée. Alors, on aura une présentation qui sera suivie par un échange et des questions. Alors, William, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci d'assister à mon séminaire de recrutement du CRCHUM. Moi, je suis néphrologue au CHUM depuis maintenant 1 an. Et puis, j'ai fait mon fellowship à Toronto et je termine un PhD aussi à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un programme de recherche centré sur une question clinique qui, vous allez le voir, est très large. C'est comment on optimise la gestion liquidienne chez les patients qui présentent une diminution importante de leur fonction rénale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc voilà, au niveau de la présentation, je vais donner un aperçu du domaine de recherche, puis ensuite je vais vous présenter les travaux que j'ai faits dans le passé, ainsi que ceux qui sont actuellement en cours en lien avec le domaine de recherche, ainsi que les autres activités de recherche connexes que j'ai entrepris au CRCHUM. Donc, moi, je suis néphrologue. Le plus clair de mon temps en clinique est dédié à supporter les patients qui présentent une insuffisance rénale avancée. Et ça, c'est un spectre. En fait, on a le patient qui avait une fonction rénale normale et qui présente une maladie critique, une maladie sévère qui entraîne la réduction importante de leur fonction rénale. Et à l'autre bout du spectre, on a le patient qui est suivi depuis environ 10 ans en clinique de néphrologie et qui a vu leur fonction rénale se détériorer tranquillement durant cette période et qui deviennent, après plusieurs années, devant une diminution importante de leur fonction rénale. Donc, le problème, c'est que nos patients qui ont une diminution importante de leur fonction rénale ont un très mauvais pronostic vital. Premièrement, les patients qui présentent une insuffisance rénale chronique terminale, comme vous pouvez le voir ici, sont à haut risque de décès. Donc, pour un homme de 55 ans, sans maladie cardiaque et sans diabète, le risque de mortalité s'élève quand même à 30 % à 3 ans si la transplantation rénale n'est pas effectuée. Et puis, dans les cas d'insuffisance rénale aiguë sévère chez le patient critiquement malade, bien, vous voyez que le taux de mortalité à 90 jours dans une cohorte sur laquelle j'ai travaillé lors de mon fellowship, vous voyez une mortalité à 90 jours à 54 % et chez 15 % des survivants, une progression vers l'insuffisance rénale terminale. Et puis, ce n'est pas seulement une question de survie, c'est une question aussi de qualité de vie. Par exemple, vous voyez une sous-étude de l'étude optimale EKI, dont le CHUM a participé chez les personnes qui présentaient une insuffisance rénale aiguë sévère et qui avaient plus que 65 ans. Vous voyez qu'une portion importante des patients vont mourir, mais il y a aussi une certaine proportion des gens qui vont développer un syndrome de fragilité et qui vont voir leur qualité de vie diminuer après un épisode d'insuffisance rénale aiguë. Évidemment, c'est difficile de dire si le mauvais pronostic est relié aux comorbidités qui entraînent l'insuffisance rénale ou c'est l'insuffisance rénale en tant que telle qui entraîne un risque augmenté de décès et de réduction de la qualité de vie. Maintenant, je ne vais pas reviser la littérature en détail à ce sujet-là. Ça prendrait trop de temps pour le temps de la présentation qu'on a aujourd'hui. Mais, somme toute, il y a plusieurs études épidémiologiques qui tendent à démontrer que même quand on ajuste pour les différentes comorbidités, la sévérité de la maladie, les gens qui développent une insuffisance rénale sévère ont en général un pronostic beaucoup moins bon. Mais pourquoi? Qu'est-ce que fait le rein qui est si essentiel? Le produit du rein n'est pas l'urine, c'est l'homéostasie. Donc, le rein sert à garder l'équilibre dans le corps à plusieurs niveaux. Et puis, une de ces sphères-là, c'est l'équilibre de la gestion de la balance liquidienne. Excusez-moi. Donc, vous voyez qu'une des problématiques en insuffisance rénale avancée, autre les troubles électrolytiques et les problèmes d'homéostasie au niveau des petites et des moyennes molécules, c'est aussi la surcharge volémique qui peut survenir dans les cas d'insuffisance rénale. Donc, nous, on a le privilège en néphrologie d'avoir une technologie
depuis plusieurs décennies qui nous permet de remplacer la fonction rénale. La dialyse nous permet de remplacer la fonction rénale quand celle-ci chute en bas de 10 % et de tenter de préserver l'homéostasie. Par contre, cette homéostasie-là est basée sur la prescription du clinicien et les limites de la modalité qu'on utilise et non par les facteurs endogènes du patient qui ont une capacité beaucoup plus fine à réguler l'équilibre du corps lorsque la fonction rénale est intacte. Maintenant, il y a certaines évidences qui pointent vers un effet néfaste de l'exposition à la thérapie de remplacement rénal. Par exemple, voici un essai clinique randomisé à large échelle qui a été effectué récemment, qui a été publié dans le New England Journal of Medicine. Dans le groupe d'intervention, la dialyse était débutée précocement chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale aiguë. Il n'y avait pas de différence dans la mortalité, mais on a remarqué dans cette étude-là que les patients qui avaient un début précoce de la dialyse et qui étaient donc plus exposés à la thérapie de remplacement rénal avaient une augmentation du risque d'insuffisance terminale à 90 jours. Donc, voici le concept que l'exposition à la thérapie de remplacement rénal pourrait avoir un effet néfaste sur le pronostic des patients. Donc, comment on pourrait améliorer le pronostic de nos patients souffrant d'insuffisance rénale avancée? Bien, premièrement, parfois, débuter la dialyse pourrait être un acte futile. Donc, il faut sélectionner les patients qui vont bénéficier du début du traitement de la thérapie de remplacement rénal. On peut prévenir l'insuffisance rénale, bien entendu. On peut offrir, dans certains cas, la transplantation rénale. Et aussi, il y a plusieurs nouvelles thérapies, nouvelles modalités de remplacement rénal qui sont disponibles. Mais moi, je m'intéresse plus particulièrement à les prescriptions qu'on fait maintenant, les outils dont on dispose maintenant, comment optimiser les soins qu'on offre aux patients dès aujourd'hui avec les outils dont on dispose. Et voici le sujet de ma présentation, c'est-à-dire comment on améliore la prescription de la gestion de la balance liquidienne chez les patients qui ont une fonction rénale très réduite, qui sont sous thérapie de remplacement rénal. Et dans ce dilemme-là, il y a deux aspects. Premièrement, deux risques qui rentrent en équilibre. Premièrement, les patients qui vont présenter une surcharge liquidienne persistante vont être plus à risque de décès, et aussi les patients qui présentent des hypotensions intradialytiques importantes. Et puis ça, c'est un équilibre qui est complexe et qui va être dynamique. Par exemple, chez les patients aux soins intensifs, cet équilibre-là va être dynamique, c'est-à-dire que 24 heures plus tard, la propension, par exemple, aux patients à développer de l'hypotension intradialytique va être différente que 24 heures plus tôt. Donc, l'état du patient va être très rapidement changeant. Par ailleurs, si on parle plus de patients avec une insuffisance rénale chronique terminale, bien là, il y a des facteurs comportementaux. Par exemple, le patient, on contrôle ce qu'on peut enlever durant la dialyse, mais malheureusement, on ne contrôle pas ce que le patient prend entre deux dialyses. Donc, il y a des facteurs comportementaux et aussi des facteurs institutionnels. Par exemple, notre horaire de travail est fait sur 7 jours, donc il y a un long intervalle intradialytique, comme les patients sont dialysés 3 fois par semaine. Il y a une différence entre deux dialyses qui est plus longue que les deux autres, ce qui fait en sorte que les patients ont un risque de décès plus important durant cet intervalle-là. Et la seule raison pour qu'un long intervalle interdialytique, c'est la façon dont on procède, c'est-à-dire d'avoir un horaire de travail sur 7 jours. C'est un facteur institutionnel. Donc, les deux problématiques, on pense qu'il y a une rationnelle assez forte pour laquelle ces deux phénomènes pourraient entraîner des complications. Premièrement, la congestion des organes pourrait avoir des conséquences multisystémiques importantes. Évidemment, la congestion pulmonaire peut amener des hospitalisations, une baisse de la tolérance à l'effort, mais de plus en plus, des évidences sortent à savoir que la congestion, par exemple, du tube digestif, la congestion rénale, la congestion du cerveau pourrait avoir des impacts importants. Puis au niveau épidémiologique, il y a une association assez forte entre l'accumulation de liquide aux soins intensifs chez les patients en IRA, ainsi que l'accumulation de liquide au niveau des patients en insuffisance rénale terminale et le risque de mortalité. Une association qui peut être vulnérable, par contre, aux biais et aux facteurs confondants. Au niveau d'hypotension intradialytique, encore une fois, plusieurs arguments en faveur d'un effet néfaste de ce phénomène-là sur le pronostic des patients. Par exemple, chez les patients qui présentent beaucoup d'hypotension intradialytique, c'est documenté qu'ils peuvent développer des troubles cognitifs. Ils peuvent aussi développer des anomalies au niveau cardiaque, sont plus à risque de mort cardiaque.
et aussi, plus récemment, un lien avec le risque d'ischémie mésentérique et aussi un état inflammatoire persistant, peut-être dû à l'altération de la barrière intestinale due aux ischémies répétées. Et là, encore une fois, une association épidémiologique entre l'hypotension intradialytique et le risque de mortalité. Maintenant, quand on évalue la balance liquidienne des patients, des fois, ça ressemble un peu à ça. Parfois, tous les éléments cliniques vont en faveur à savoir si le patient a besoin d'un retrait de liquide. Mais parfois, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que voici les médecins au chevet du patient qui évaluent la balance liquidienne. Un médecin va dire, ce patient-là, les jambes enflées, on devrait lui enlever du volume. L'autre va dire, bien, vous voyez, la pression veineuse centrale est basse, il ne va pas le tolérer. L'autre médecin va dire les épanchements pleuraux bilatéraux il est toujours sous thérapie d'oxygène. Donc, il faudrait lui enlever du liquide pour optimiser la fonction pulmonaire. L'autre médecin va dire on vient juste sevrer les vasopresseurs, ça ne va pas être toléré, ça va entraîner l'hypotension intradialytique. Finalement, l'autre médecin va dire bien, vous voyez, la balance liquidienne est positive de 1 litre, il faudra enlever ce litre-là pour le garder à l'équilibre. Donc, vous voyez que parfois, tous les éléments cliniques ne vont pas dans la même direction et il y a une complexité à l'évaluation de la balance liquidienne chez ces patients. Maintenant, c'est quoi les limites des connaissances? Bien, pour avoir une gestion de la balance liquidienne qui est optimale, bien, premièrement, il faudrait avoir une bonne évaluation et décider de l'état optimal à atteindre. Et puis ça, on n'est pas sûr de ce que c'est. En fait, c'est quoi l'indication de retirer du liquide? C'est quoi les limites, la valeur des informations au chevet du patient qui va nous permettre de prendre cette décision-là? Et aussi, c'est une cible qui pourrait évoluer dans le temps. Donc, est-ce que la cible chez un patient critique où on commence, où les soins commencent, va être la même chose que le patient une semaine plus tard dans son évolution? Évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être à prendre en considération. Et le deuxième facteur, c'est comment arriver à la cible. Donc, quelle modalité utiliser, quelles co-interventions vont permettre de favoriser la tolérance au retrait de liquide. Donc, ça, c'est les limites de la connaissance actuelle. Par exemple, voici un exemple qui, je trouve, illustre bien le problème au niveau des études actuellement. Donc, voici, je vais vous présenter 2 études aux soins intensifs. Donc, vous voyez ici une première étude publiée en 2018. Vous voyez le nom du premier auteur. C'est une étude qui a étudié le retrait de liquide chez les patients sous dialyse aux soins intensifs et qui est arrivé à la conclusion que les gens qui avaient un retrait de liquide plus intense dans la première semaine après l'initiation de la dialyse avaient un risque diminué de mortalité. Et voici une étude publiée en 2019 par le même auteur qui démontre exactement le contraire. Donc, vous voyez, avec les études observationnelles, quand on regarde juste la rapidité du retrait de liquide, vous voyez le problème ici, c'est un facteur qui est confondu par plusieurs problèmes cliniques, c'est-à-dire la tolérance au liquide, la perception du clinicien, l'évaluation du clinicien et puis aussi l'état du patient. Donc, voici les limites des études observationnelles. Au niveau de l'insuffisance rénale terminale, moi, j'ai effectué une méta-analyse qui s'intéressait aux essais cliniques randomisés, qui regardaient les stratégies de management liquidien basées sur des outils objectifs comme la bioimpédance, l'échographie et aussi un autre outil qu'on va discuter plus tard, c'est-à-dire le monitoring du volume sanguin relatif. On a trouvé quelques essais cliniques randomisés et puis on a trouvé malheureusement une absence de signal par rapport aux issues qui sont importantes pour le patient. Ce qui était le plus intéressant par rapport à cette étude-là, c'est de noter l'hétérogénéité clinique dans ces études-là. Dans le fond, on peut bien fixer une cible en utilisant des outils paracliniques, mais par contre, le protocole pour atteindre ces cibles-là doit aussi être optimisé. Donc, vous voyez que dans les études qui ont été réunies dans cette méta-analyse-là, il y avait trop d'hétérogénéité clinique pour en tirer une conclusion ferme par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Donc, pour terminer cette partie de la présentation, comme vous avez pu le constater, il reste encore beaucoup de travail à faire pour déterminer
comment optimiser la gestion de la balance liquidienne chez les patients souffrant d'insuffisance rénale avancée, autant dans un contexte aigu que dans un contexte chronique. Et puis, je pense que la prochaine étape, à mon avis, c'est d'établir une base de preuves concernant l'indication de retirer du liquide chez ces personnes-là et aussi une base de preuves qui va nous permettre de prédire la tolérance au retrait de liquide en utilisant la thérapie de remplacement rénal. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu mes travaux précédents, mes travaux actuels en lien avec la problématique de recherche. Donc, voici un petit peu mon parcours durant les dernières années. Premièrement, après ma résidence en néphrologie à l'Université de Montréal, j'ai entrepris un PhD en sciences biomédicales à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et puis, par la suite, j'ai fait une formation en recherche clinique, un fellowship à l'hôpital Saint-Michael's de Toronto. Et puis ensuite, je suis de retour au CHUM depuis environ 1 an en tant que chercheur investigateur, une période durant laquelle aussi mon fellowship s'est poursuivi à distance aussi avec l'équipe de Toronto. Durant cette période-là, mon temps en recherche a été dédié à 70% à la recherche au moins. Et puis, j'ai publié environ 40 publications, incluant 19 en tant que premier ou dernier auteur. Ce programme-là de recherche, ma formation en recherche a été subventionnée par le FRQS, le programme de formation pour les résidents en médecine spécialisée visant une carrière en recherche. Donc, voici la phase 1, la phase 2, la phase 3 de ce programme-là qui correspond là, aux phases que je présentais sur cette diapositive. Donc, dans ce parcours-là, je me suis intéressé à 3 thèmes. Donc, le développement d'outils cliniques pour améliorer l'évaluation de la balance liquidienne, la recherche sur les pratiques optimales dans la prescription du retrait de liquide avec la thérapie de remplacement rénal et l'étude des stratégies de gestion de la balance liquidienne. Je vais commencer par le premier objectif. Donc, je vais vous parler principalement d'échographie au chevet. L'échographie au chevet, c'est quoi? C'est une technologie portative et disponible presque partout maintenant, presque dans toutes les unités à l'hôpital, aux soins intensifs, aussi à l'unité d'hémodialyse, qui permet de faire un examen ciblé pour répondre à une question clinique qui est limitée par les limites de l'examen physique traditionnel. Originellement, l'échographie au chevet était plutôt une discipline réservée aux médecins d'urgence, plus tard aux intensivistes et aux anesthésiologistes, mais qui commence maintenant à avoir une certaine popularité dans les surspécialités de la médecine interne, incluant la cardiologie et maintenant la néphrologie. Et j'ai été chanceux un petit peu là-dedans, car quand j'ai commencé mon parcours en recherche, presque aucun néphrologue faisait de l'échographie au chevet, personne au Canada. Et puis moi, j'ai acquis une expertise auprès des intensivistes, des anesthésiologistes à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et puis, ça m'a permis de m'établir comme une des personnes qui a pu développer, qui a contribué au développement de cette discipline-là en néphrologie. C'est un petit peu une chance parce qu'effectivement, si j'aurais été un peu trop tôt ou trop tard, je n'aurais pas bénéficié de cette fenêtre-là. Donc, j'ai eu l'occasion de rédiger plusieurs articles de revue sur l'échographie au chevet dans certaines situations fréquentes en néphrologie. J'ai aussi été invité au plus grand congrès de néphrologie dans le monde à présenter une séance sur l'échographie au chevet. J'ai été aussi invité à contribuer à la prochaine édition d'un textbook très populaire dans notre spécialité. Et c'est grâce principalement à mes travaux en néphrologie, puis surtout, par chance, là, à être arrivé au bon moment dans cette évolution de cette nouvelle discipline. Donc, durant mon PhD, je me suis intéressé aux signes de congestion, aux signes échographiques de congestion qui pourraient nous aider à personnaliser la gestion de la balance liquidienne. Donc, il y avait certains signes qui avaient déjà été décrits dans la littérature, par exemple l'échographie de la veine cave inférieure qui nous permettait de détecter une pression veineuse centrale élevée, mais ça ne faisait pas une différence par rapport à une pression veineuse centrale modérément élevée et sévèrement élevée, un degré de subtilité qui est nécessaire à l'évaluation de la congestion veineuse. Il y avait aussi l'échographie pulmonaire qui permettait de mettre en évidence des artefacts qui étaient suggestifs d'œdème pulmonaire subclinique, des lignes B. Vous voyez les lignes qui partent de la plèvre, la ligne brillante, et qui descendent jusqu'en bas de l'écran. Des artefacts qu'on appelle des lignes B.
au début de mon parcours en recherche, j'ai étudié un peu les lignes B en hémodialyse chronique. Donc, vous voyez, ça, c'est une étude qui a été faite chez le patient hémodialysé chronique qui démontrait que le décompte des lignes B sur 28 zones était proportionnel au pronostic des patients hémodialysés chroniques. Mais vous pouvez imaginer, pour un néphrologue qui fait sa tournée au chevet des patients, échographier 28 lignes, 28 zones au niveau du thorax et essayer de compter ces artefacts-là. Je vous invite à essayer de le faire. Est-ce que vous êtes capable de compter combien de lignes B est présent sur le clip à l'écran? C'était un protocole qui n'était pas très faisable. Nous, on s'est intéressé, c'est une étude qui a été effectuée dans l'unité d'hémodialyse de l'ancien hôpital Saint-Luc. Et vous voyez que chez 45 patients, on a testé un protocole simplifié d'échographie pulmonaire. On a démontré qu'avec l'hémodialyse, avec le retrait de volume, on voyait une amélioration. Donc, les lignes B, dans certaines zones, disparaissaient. Dans ce protocole simplifié, on ne comptait pas les lignes B. On identifiait le nombre de zones où des lignes B étaient observées. Et chez ces patients, on a observé que les patients avec des lignes B dans plus de 20% des zones pulmonaires étaient plus à risque d'être hospitalisés pour défaillance cardiaque et œdème pulmonaire. Et donc, c'est une bonne... je trouvais cet exemple-là intéressant parce que ça prouve qu'il ne suffit pas de démontrer qu'un outil est associé au pronostic, il faut aussi l'adapter pour qu'il soit simple et qu'il puisse être intégré à la pratique clinique. Par la suite, durant mon PhD, je me suis surtout concentré sur d'autres signes échographiques de congestion qui n'étaient pas très bien définis encore dans la littérature, à savoir les anomalies au niveau du Doppler veineux. Le principe de l'échographie Doppler, c'est que grâce à l'échographie, on est en mesure de détecter les changements de vélocité dans le sang au niveau des vaisseaux. Donc, vous voyez ici au niveau du système circulatoire, si on fait l'échographie Doppler des artères, on a un profil particulier. Si on fait l'échographie des veines, on a un profil différent. Ici, vous voyez un profil de la veine hépatique qui est en communication directe avec la veine cave inférieure et vous voyez les variations de pression dans l'oreillette droite durant le cycle cardiaque. Et vous voyez qu'en systole et en diastole, il y a un remplissage de l'oreillette droite qui se fait, ce qui est reflété dans la vélocité dans les veines hépatiques. Par contre, si on va plus en périphérie et on fait le Doppler veineux au niveau des veines périphériques, on voit que ces variations de pression-là ne sont pas transmises en périphérie. Et ça, c'est parce que le système veineux est hautement compliant et donc les variations de pression ne se voient pas transmises. Par contre, en situation de congestion veineuse, une des choses qui survient en premier, c'est premièrement que le remplissage en systole de l'oreillette droite ne fonctionne pas normalement à cause que l'oreillette est distendue. Et puis, on voit un changement dans le profil de retour veineux au niveau des veines hépatiques, mais aussi au niveau des veines périphériques, quand la compliance du système veineux est diminuée et le système veineux devient rigide, ces variations de pression-là dans l'oreillette droite sont transmises en périphérie et on voit cette pulsatilité-là apparaître dans les veines périphériques. Donc, un des sites où on peut détecter ces variations anormales au niveau veineux, c'est la veine porte du foie qui est facilement évaluable au niveau de l'échographie au chevet avec un taux de succès de 90 à 99 % aux soins intensifs. Vous voyez l'échographie ici qui démontre le foie avec la veine hépatique, la veine cave inférieure et la veine porte indiquée par une flèche. Chez un patient normal, on va voir l'absence de variation durant le cycle cardiaque dans les vélocités dans la veine porte. Et en contexte d'insuffisance cardiaque décompensée ou de congestion hépatique significative, on va voir l'apparition de pulsatilité dans la veine porte, qui peut être quantifiée par le calcul de l'index de pulsatilité, qui, lorsqu'il est supérieur à 50 %, est franchement anormal. Ce même phénomène peut être documenté au niveau du rein. Donc, l'échographie Doppler rénale peut permettre d'identifier le changement de la vélocité dans les artères rénales et dans les veines rénales. Vous voyez le signal veineux qui est dans la portion inférieure de l'écran.
Chez un patient normal, vous voyez que durant le cycle cardiaque, ce signal-là est monophasique, sans grande variation durant le cycle cardiaque. Il devient anormal, biphasique, avec des variations présentes en systole et en diastole, mais discontinues durant le cycle cardiaque. Et dans des formes sévères, on va voir des vélocités dans les veines interlobaires rénales seulement en diastole, c'est-à-dire que le remplissage et le retour veineux à partir du rein s'effectue seulement en diastole. Et au début de mon PhD, il y a déjà des cardiologues qui s'étaient intéressés à regarder ce phénomène-là chez les personnes hospitalisées pour insuffisance cardiaque décompensée et qui avaient déjà noté que lorsque les gens avaient des anomalies au niveau du Doppler veineux intrarénal à leur congé après un épisode d'insuffisance cardiaque décompensée, le profil était hautement prédicteur d'hospitalisation ou de décès, avec le profil sévère étant associé avec un risque 23 fois plus élevé de développer des événements adverses et le profil modéré étant aussi associé, mais d'une façon plus moindre, à un mauvais pronostic dans cette population-là. Entre 2015 et 2019, et maintenant en fait, j'ai contribué à plusieurs études à l'Institut de cardiologie de Montréal dans le contexte de mon PhD sous la supervision de Dr. André Deneau, anesthésiologiste et intensiviste. Donc, on a fait une série de cas, une étude rétrospective, suivie de 3 cohortes prospectives, dont l'objectif était de déterminer est-ce que ces signes-là sont fréquents en chirurgie cardiaque, ainsi qu'en insuffisance cardiaque décompensée. Est-ce qu'ils sont associés à un pronostic des événements adverses chez cette population-là? On a effectué plus de 2000 examens chez plus de 700 patients durant ce programme de recherche-là qui est encore actif à ce jour. Et puis, vous voyez, je ne vais pas vous présenter toutes les études en détail, étant donné le temps limité, et puis je vais laisser la place à la discussion, évidemment. Et puis, vous voyez, une des principales études de mon PhD démontrant que lorsque ces anomalies-là, au niveau portal à droite et à gauche, pardon, et intrarénal veineux à droite, mesurées à l'admission aux soins intensifs après la chirurgie cardiaque et de détecter, c'était associé à un risque augmenté d'insuffisance rénale aiguë, probablement de nature congestive après la chirurgie cardiaque, et aussi une augmentation du risque de complications majeures, incluant le saignement majeur, les réinterventions et les décès après la chirurgie cardiaque, même en tenant en considération du risque préopératoire et de la présence de dysfonction ventriculaire droite détectée durant la chirurgie cardiaque par échographie transœsophagienne. En résumé, notre programme de recherche a trouvé que ces anomalies Doppler veineux sont associées à des marqueurs invasifs de congestion veineuse tels que la mesure de pression dans le ventricule droit, la mesure de pression veineuse centrale et aussi des mesures de fonction systolique du ventricule droit et aussi la balance liquidienne après la chirurgie cardiaque et que c'était associé à des complications après la chirurgie cardiaque, dont l'insuffisance rénale aiguë, qui était déjà décrite comme une complication qui pouvait survenir en contexte de congestion veineuse, mais aussi le délirium, qui est une nouvelle notion dans la littérature de chirurgie cardiaque, que la congestion veineuse cérébrale pourrait être un marqueur, qui pourrait être un médiateur d'encéphalopathie et de délirium après la chirurgie cardiaque. Et ça a accumulé de l'intérêt dans la littérature de chirurgie cardiaque suite à nos travaux. Suite à une réanalyse des données de notre étude de cohorte prospective principale, on a développé une espèce d'évaluation de la congestion veineuse qu'on a nommé le Venous Excess Ultrasound Assessment, le VEXUS, qui permet de faire une catégorisation catégorielle de l'intensité de la congestion veineuse en observant, en détectant premièrement une veine cave inférieure anormale, suivie de la documentation de la détection d'un ou de plusieurs patterns Doppler veineux anormal lors de l'examen échographique au chevet. Maintenant, ce qui est bien quand on étudie, ce qui est particulier quand on étudie l'échographie au chevet, c'est que dès qu'on décrit un nouveau signe, un nouveau système de classification, tout le monde qui possède une machine d'échographie peut l'appliquer.
Donc, ce système de classification Vexus a accumulé une certaine attention envers les néphrologues, les chirurgiens cardiaques, les anesthésistes et les spécialistes en soins intensifs. Et plusieurs personnes se sont mis à faire des résumés d'autres travaux, à faire des guides, à publier, à présenter leur expérience, leur cas sur les médias sociaux, tout en respectant la plupart du temps l'identité des patients, en faisant des vidéos YouTube sur le sujet, en montrant la technique aux gens dans leur hôpital, et aussi a été aussi discuté dans certains podcasts de soins intensifs et de médecine d'urgence. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que une des caractéristiques particulières de l'échographie au chevet, c'est que quand on développe quelque chose, déjà, il y a de l'expérience qui commence à se faire avec ce nouvel outil-là. Donc, on est en train de poursuivre ces travaux-là. On a une étude en cours multicentrique, en fait, le recrutement est terminé, international, qui vise à reproduire ou à valider les observations qu'on a faites en unicentrique avec un plus grand nombre d'opérateurs échographistes pour faire les mesures. Et pour venir plus au sujet de la présentation, on est en train de faire une étude prospective multicentrique qui cherche à documenter la présence de ces signes-là dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë sévère aux soins intensifs. Et maintenant, comment ces marqueurs-là pourraient nous aider potentiellement à prendre en charge un patient aux soins intensifs? Bien, voici un exemple. C'est un exemple, ce n'est pas de la science, mais juste pour illustrer potentiellement comment ces marqueurs-là pourraient être utilisés. Vous voyez un patient qui a subi une chirurgie cardiaque, développé une insuffisance rénale aiguë, et juste après l'initiation de la dialyse, un premier examen est fait. Et vous voyez la présence de pulsatilité portale. Ce patient-là avait reçu beaucoup de volume. Il était positif de 8 litres après la chirurgie cardiaque. Par la suite, grâce à la thérapie de remplacement rénal, il y a un retrait de liquide intensif qui a été fait durant les 72 heures qui ont suivi. Et vous voyez une balance liquidienne de moins 7 litres. En fait, on a induit une balance liquidienne de moins 7 litres en 72 heures. Vous voyez la normalisation du tracé Doppler-Portal. Par la suite, par contre, les médecins traitants ont continué à faire de l'ultrafiltration aux soins intensifs et durant les 48 heures qui ont suivi, il y a eu la présence d'hypotension intradialytique qui est survenue. Donc, vous voyez un peu comment ces marqueurs-là pourraient nous fournir un autre élément supplémentaire qui pourrait nous indiquer et les buts, donc à identifier les patients qui ont une congestion veineuse cliniquement significative, mais aussi peut-être identifier les patients pour lesquels on peut utiliser une approche agressive dans le retrait de volume et celle-ci pourrait être peut-être mieux tolérée. Donc, bref, l'échographie pourrait représenter une pièce du puzzle dans une gestion volémique qui pourrait améliorer la gestion volémique chez les patients en insuffisance rénale avancée. Donc, les buts à court terme de mon projet de recherche à ce niveau-là seraient de poursuivre l'étude déjà en cours ECHO et KI pour vraiment documenter la présence de ces signes-là et les corrélations cliniques avec les complications chez les patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë sévère et aussi d'étudier ces signes-là dans une cohorte d'insuffisance rénale chronique chez lesquels la congestion veineuse pourrait être mieux évaluée grâce à l'échographie au chevet. Le projet en insuffisance rénale chronique est maintenant financé par une bourse de démarrage FRQS. Maintenant, il y a plusieurs outils non invasifs aussi qui pourraient être intégrés à mes travaux et certains que j'ai utilisés, par exemple, à l'Institut de cardiologie durant mon PhD, par exemple l'oxymétrie tissulaire, qui pourrait permettre de détecter précocement les réductions de la perfusion tissulaire chez les patients qui reçoivent des traitements de thérapie de remplacement rénal et aussi des technologies qui pourraient être aussi intégrées aux travaux, par exemple la bioimpédance et le monitoring du volume sanguin relatif. Des technologies qui sont déjà présentes depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas été combinées pour améliorer la précision de l'évaluation de la balance liquidienne chez les patients en insuffisance rénale. Maintenant, si je reviens à mes principaux thèmes de recherche, j'ai aussi fait des études sur les pratiques optimales dans l'utilisation du retrait de liquide chez les patients bénéficiant de thérapie de remplacement rénal. Donc, dans une étude où on a regardé les transitions de la thérapie de remplacement rénal continue à la thérapie de remplacement rénal intermittente aux soins intensifs,
Premièrement, on a documenté que l'incidence de l'instabilité hémodynamique est assez fréquente. Dans cette étude-là, l'instabilité hémodynamique était définie par une hypotension à moins de 90 mm de mercure ou l'augmentation des vasopresseurs suivant l'initiation des thérapies de remplacement rénal intermittentes aux soins intensifs. Et on a développé un modèle de prédiction de l'hypotension intradialytique qui pourrait peut-être, s'il est validé, aider les cliniciens à identifier les patients pour lesquels une transition vers un mode de dialyse intermittente n'est pas une décision qui est prête à être prise. Donc, ça pourrait aider les cliniciens à déterminer le meilleur moment pour effectuer cette transition-là aux soins intensifs. Aussi, donc, je me suis aussi intéressé aux paramètres optimaux de dialyse chez les patients qui sont à risque de présenter des hypotensions intradialytiques. Lors de mon fellowship à Toronto, on a mis en place une prescription optimisée aux soins intensifs de dialyse intermittente qui limitait la quantité d'ultrafiltration qu'on pouvait faire chez les patients aux soins intensifs en utilisant le poids corporel. On a aussi favorisé l'utilisation d'un dialyseur avec une température moindre qui est prouvé comme une façon de limiter l'instabilité hémodynamique chez les patients dialysés. Et donc, bref, de faire une prescription individualisée, mais standardisée aux soins intensifs qui permettrait d'améliorer la tolérance au retrait de liquide. Je fais une collaboration avec aussi un néphrologue en Ontario pour voir si on ne pourrait pas mettre en place un essai clinique randomisé qui permettrait de mettre en place une dialyse optimale qui permettrait de favoriser la récupération rénale chez les patients en insuffisance rénale aiguë. Et un des éléments de cette initiative-là serait d'utiliser une ordonnance standardisée aux soins intensifs qui favoriserait la tolérance hémodynamique. La même chose, et j'ai travaillé sur le même principe, mais chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, grâce au système informatisé, c'est possible d'identifier lors des bilans mensuels les patients qui présentent des hypotensions fréquentes ou une surcharge liquidienne, une non-atteinte du poids cible, et de faire une intervention systématique de ces patients-là. Et ça, évidemment, les problématiques sont différentes. Ça implique une consultation en nutrition pour vérifier que le patient respecte ses limites liquidiennes et aussi l'utilisation de technologies qui permettent de déterminer si on a le bon poids cible, incluant la bioimpédance et l'échographie au chevet. Maintenant, comment on pourra poursuivre ces thématiques de recherche au CHUM? Bien, en fait, une des choses qui sont intéressantes au CHUM, c'est l'intégration des systèmes informatiques. Donc, depuis le nouveau CHUM, on a intégré nos systèmes en dialyse, on les a rendus informatisés, donc on a de l'information sur plus de 90 000 séances depuis 2017 sur la tolérance hémodynamique au traitement d'hémodialyse intermittente. Et couplé à la plateforme Citadel, on est capable aussi d'avoir des données assez détaillées au niveau des soins intensifs pour créer une base de données hémodynamiques concernant l'hémodialyse intermittente à l'unité d'hémodialyse du CHUM ainsi qu'aux soins intensifs du CHUM. Et ça va nous permettre de poursuivre ces travaux-là et de valider certains travaux qu'on a faits à Toronto durant mon fellowship. Par la suite, finalement, c'est l'étude de comment on pourrait faire avancer le domaine concernant les stratégies optimales de gestion de balance liquidienne. Et donc, la première étape dans le but de faire des essais cliniques dans ce domaine-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est la pratique usuelle dans ce domaine-là. Donc, je suis en train de développer un sondage qui va permettre, un sondage international qui va permettre de documenter quelles sont les pratiques usuelles, quels outils les intensivistes et les néphrologues utilisent pour prescrire le retrait de liquide aux soins intensifs et quelle serait l'acceptabilité d'un essai clinique dans ce domaine-là. En termes de mentorat, j'ai le support de mon directeur de fellowship à Toronto, Dr. Ron Wall, qui vient de conclure un essai clinique randomisé pragmatique dans le domaine de l'insuffisance rénale aiguë
aux soins intensifs. Et puis, c'est intéressant parce que je crois qu'un essai clinique dans ce domaine-là se doit d'être pragmatique. Donc, si l'intervention est trop rigide et si elle est proposée à des patients qui ne correspondent pas à la raison d'être de l'étude, c'est une étude qui est vouée à l'échec. Donc, se basant sur la philosophie de l'étude START-TKI qui laissait le choix au médecin traitant de savoir si le patient correspondait à la rationnelle de l'étude, je crois qu'un essai clinique randomisé dans ce domaine-là va devoir impliquer le médecin traitant pour personnaliser l'intervention et décider si le patient est recrutable et correspond à la rationnelle de recherche. Donc, je veux juste parler aussi brièvement de mes autres activités de recherche au CHUM. À part la gestion de la balance liquidienne, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer le pronostic des patients en insuffisance rénale chronique avancée. Autant les patients en insuffisance rénale chronique que les patients en insuffisance rénale aiguë. Donc, évidemment, une des catastrophes qui a touché nos patients dialysés récemment, évidemment, comme tous les autres patients très malades, c'est la pandémie au niveau du coronavirus, la COVID-19. Et ça a touché particulièrement nos patients dialysés parce qu'il faut vous imaginer, un patient hémodialysé vient à l'hôpital 3 fois par semaine. Donc, le patient arrive, attend dans la salle d'attente avec les autres patients et par la suite est transféré à la salle d'hémodialyse où il pourrait être assis à côté d'un patient qui réside en CHSLD où il y a des éclosions. Donc, rester à proximité d'un patient qui est potentiellement atteint pendant 4 heures. Et puis, vous voyez revenir à chaque séance de dialyse. Et puis, dans la population des hémodialysés chroniques, le taux de mortalité chez les patients atteints de la COVID-19 semble être entre 20 et 30 %. Donc, vous voyez, c'est une situation très complexe et qui a demandé une adaptation rapide des centres de dialyse. Donc, au mois de mai 2019, on a fait une soumission aux IRSC pour une subvention pour documenter le phénomène au Québec. Et puis, je suis un des co-applicants principaux dans cette initiative-là. Et puis, dans ce projet-là, on vise plusieurs objectifs. Premièrement, documenter ce qui a été fait au Québec dans les unités d'hémodialyse, les mesures de prévention des infections pour prévenir les éclosions dans l'unité. Déterminer les méthodes de dépistage chez les patients qui sont démodialysés 3 fois par semaine à leur arrivée à l'unité d'hémodialyse. Déterminer les conséquences à court terme de l'infection à COVID-19 chez les patients dialysés, mais aussi les conséquences collatérales de la pandémie, donc le stress psychologique, les délais au niveau de la transplantation rénale, de l'installation des accès vasculaires, du changement de modalité vers la dialyse péritonéale, tous des processus qui ont été fortement impactés, affectés par la pandémie de COVID-19. D'autres projets locaux au CHUM, un essai clinique randomisé qui va comparer l'hémodiafiltration à l'hémodialyse conventionnelle. L'hémodiafiltration est une méthode qu'on utilise au CHUM et on a été un centre qui a beaucoup développé cette modalité en Amérique du Nord chez les patients chroniques. Maintenant, on a la possibilité de le faire chez les patients aigus et il nous revient d'étudier cette modalité-là et les impacts sur nos patients aux soins intensifs. Et aussi des projets plus d'échographie fondamentale, encore une fois, partiellement aussi reliés à la COVID-19, en collaboration avec Martin Girard et Guy Cloutier du LBOM, qui va mesurer l'agrégation rétrocytaire par échographie et l'échographie pulmonaire. Je participe à des initiatives canadiennes chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique avancée. Je fais partie du comité d'organisation de l'étude SAFE-D qui va tester des stratégies d'anticoagulation en FA chez les patients en dialyse. Cette étude est active au CHUM et dans plusieurs sites canadiens depuis bientôt 1 an. Je fais partie du comité d'organisation. Je fais partie aussi comme investigateur local de l'étude DISCO sur les jambes sans repos qui va comparer
plusieurs traitements des jambes sans repos, qui est un problème fréquent chez les patients dialysés qui nuit à la qualité de vie. Et je fais aussi partie du comité d'organisation de l'étude RECORD, qui fait un registre des patients atteints d'insuffisance rénale chronique avancée intéressés à participer à la recherche clinique et pour optimiser les efforts de recherche au Canada dans notre population. Finalement, je participe également à des groupes de travaux. Je fais partie du comité scientifique du réseau canadien d'essais cliniques en néphrologie et également du comité de l'amélioration de la qualité des soins en dialyse, en néphrologie, pardon, au Canada. J'ai d'autres champs d'intérêt. Depuis maintenant quelques mois, je fais une clinique de soins cardio-rénal intégrée à la CLIC avec ma collègue Joanie Berge, qui nous permet aussi, qui va ouvrir des possibilités de recherche en syndrome cardio-rénal. Et je supervise, j'ai eu l'opportunité de superviser co-superviser plusieurs étudiants gradués à l'Institut de cardiologie de Montréal pour des projets en chirurgie cardiaque et aussi à m'établir en tant qu'expert dans plusieurs domaines au sein de l'Université de Montréal, participer à l'enseignement supérieur au niveau des résidences en soins intensifs, des résidences en néphrologie et aussi au prégradué en pharmacologie cardio-rénale. Voici mon financement de recherche que j'ai obtenu en tant qu'applicant principal et co-applicant principal. Je vais passer un peu plus vite pour avoir laissé le temps pour la discussion. Et pour venir à mon plan dans la prochaine année, mon plan, c'est de poursuivre les études en cours et les terminer. Et puis de commencer des nouveaux projets. Les projets prioritaires, c'est de créer une banque de données qui va permettre l'étude du phénomène d'hypotension intradialytique et du retrait de volume aux soins intensifs et aux unités d'hémodialyse du CHUM, de mettre en place un sondage international comme je vous l'ai présenté plus tôt, et de aussi mettre en place un projet incluant l'échographie et une utilisation combinant les technologies auprès des patients hémodialysés chroniques pour étudier la gestion de la balance liquidienne. Et mon objectif aussi dans la prochaine année est de faire des applications pour ces projets au niveau d'organismes subventionnaires et de faire des applications pour des bourses salariales, de début de carrière au niveau du FRQS et de la Fondation des maladies, de la Fondation canadienne du rein. Et aussi d'arriver avec un devis préliminaire pour mettre en place un décès clinique randomisé pilote aux soins intensifs et de le présenter à des groupes de travail en soins intensifs et en néphrologie. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que la gestion de la balance liquidienne est une intervention médicale complexe qui est actuellement basée sur peu d'évidence et qui nécessite une approche multiple pour avoir plus d'informations pour guider les interventions, autant aux soins intensifs et à l'unité d'hémodialyse. Et puis, je pense personnellement qu'une approche pragmatique et multidisciplinaire va pouvoir nous apporter plus d'informations et pourrait améliorer le soin qu'on offre à nos patients en néphrologie et aux soins intensifs. J'aimerais remercier les gens qui ont fait leur mentorat durant ma formation et qui continuent de le faire, plus spécifiquement Dr. André Donneau et Dr. Ron Wald, qui continuent d'être des mentors pour moi dans mon parcours en recherche clinique. Aussi des organismes qui m'ont permis d'effectuer, d'avoir une portion importante de mon temps dédié à la recherche clinique. Et je veux vraiment remercier aussi les membres du service de néphrologie du CHUM qui me permettent de libérer une portion significative de mon temps pour la recherche clinique. Et j'aimerais quitter sur ce mot et laisser la place aux discussions maintenant. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, William. C'était une présentation qui était extrêmement dynamique et avec beaucoup d'informations et qui démontre une activité de recherche très significative.